Adicias, traversée sur Radio Occitanie, une émission que vous retrouvez tous les vendredis entre 10h et 11h avec à la réalisation Esther et Ticia, et je les remercie parce que sans réalisation, pas d'émission. Au micro, Christian Moretto, mais pas que. Je vous donne rendez-vous à tout de suite. Comme à l'accoutumée, plein de choses à dire, plein de choses à raconter avec aujourd'hui, c'est Joël Loudot qui va assurer l'essentiel de l'émission, puisque dorénavant, et dans un certain nombre de cas, nous allons collaborer pour vous raconter tellement de choses qu'il nous faudrait une émission par jour. Mais en tous les cas, il a plein d'invités là dans le studio. Il va en parler, notamment Sabrina, Mathilde, Sharon. L'indicatif est signé de Gilles Moretto. Je salue au passage des fidèles de l'émission, Daniel Lafont et Renaud Delpérou. Donc nous aurons aussi tout à l'heure au téléphone Jean-Marie Delcamp qui représente l'accueil paysan. Voilà Joël, alors tu peux nous parler de notre tu peux parler plutôt aux auditrices et aux auditeurs de Radio Occitanie de notre collaboration, et je vous laisse puisque je vais faire un enregistrement pour TV Sol. À tout à l'heure. Merci Christian et bonjour. Et puis d'abord bravo pour le courage que tu as eu de prendre ce risque de m'appeler à co-animer avec toi. J'espère être digne de ta confiance et en tout cas, je te remercie. Donc le principe de cette collaboration sera une participation qui ne sera pas permanente tous les vendredis mais relativement régulière. Je serai amené également à remplacer Christian quand il ne sera pas là. Et le principe sera de venir avec des invités, des gens que je connais de longue date ou depuis peu, soit des amis, des connaissances, mais en tout cas qui ont des choses intéressantes à dire parce qu'ils font des choses intéressantes et qu'il me paraît intéressant également de faire partager à nos auditeurs et à nos auditrices. Et on essaiera d'organiser ça autour d'une thématique liée à l'actualité, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, initialement, il avait été envisagé d'organiser une journée sur la Syrie avec deux jeunes syndicalistes, sur la Tunisie, avec deux jeunes syndicalistes tunisiennes qui malheureusement ont dû rejoindre Tunis. Donc nous allons nous intéresser à un autre sujet qui est aussi un sujet d'actualité, qui est moins grave. Et c'est aussi ça le sens de l'émission, à la fois des choses importantes, des choses graves et des choses plus légères. Donc le thème aujourd'hui de notre entretien, il tournera autour du corps et du fait de bouger son corps, puisque demain, samedi 27, il y a diverses manifestations dans Toulouse au cours desquelles vous serez invités à bouger votre corps. Donc pour ce, nous avons autour de la table, comme l'a dit Christian, Sabrina et Mathilde qui représentent une troupe de danse indienne, les Perles de Jaffna, et diverses associations, elles vous en parleront mieux que moi. Et nous avons également Sharon qui est ici pour nous parler de la méthode Feldenkrais, sachant que demain aura lieu la journée nationale de la méthode Feldenkrais. Donc peut-être on peut commencer par parler de danse indienne. Sabrina peut-être, sachant que donc demain vous organisez votre troupe une flash mob, et une flash mob ce n'est pas une concentration de mobylettes. Tu vas nous expliquer ce que c'est, mais peut-être déjà historiquement nous expliquer comment fonctionne et comment est née la troupe Les Perles de Jaffna. Oui, bonjour Joël et bonjour à nos auditeurs. Donc la troupe des Perles de Jaffna, c'est une troupe de danse indienne, Bollywood, danse indienne, danse classique du sud de l'Inde, danse classique du nord de l'Inde, un peu diverses et variées, et qui est représentée par des danseurs amateurs situés sur Toulouse. Ça fait un petit moment maintenant que nous insistons, ça fait exactement 4 ans, mais avant notre création officielle, on a toujours dansé, plus que quand on est passionné de danse, c'est difficile de faire sans. Et la personne qui nous a réunis, c'est Soumati Gaston-Siraj, c'est notre chorégraphe, c'est notre professeur. Elle a une passion pour la danse indienne, bien évidemment, et surtout, elle est extrêmement généreuse avec toute sa famille. Et au lendemain d'un événement catastrophique qui a touché toute l'Asie il y a maintenant plus de 10 ans, c'est le tsunami de 2004. Je pense que tout le monde s'en rappelle. L'île d'où elle revient, c'est l'île du Sri Lanka, a été extrêmement touchée, extrêmement dévastée, et il y a eu beaucoup d'orphelins. Donc d'être dans leur petite ville toulousaine, ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire. Donc ils ont créé une association. Cette association, ça s'appelle Les Ailes ou Protection Wings.
Ils ont fait 2 événements par an, toujours autour de la danse, puisque c'est ce qu'ils savent faire le mieux, pour récolter des fonds, pour aider des orphelins. Donc on a rejoint Soumati sur ces événements pour créer un spectacle tout simplement et pour créer des chorégraphies, pour créer des événements. Et petit à petit, on a fait nos petites bouches de chemin et à danser 2 fois par an pour l'association Les Ailes. D'autres associations nous ont demandé de danser, d'autres nous ont demandé de venir animer des fêtes privées, tout ça. Donc on s'est créé en structure, nous aussi, donc les Perles de Jaffna, qui sont une troupe de danseurs amateurs avec Soumati Gaston Siraj, comme je vous l'ai dit, qui est notre professeur et chorégraphe, Amaran Kishnasamy, notre trésorier, moi-même Sabrina, qui suis chargée de communication, et Mathilde Perric, qui est avec nous dans les studios, qui est notre secrétaire. Bien évidemment, on n'est pas que 4, parce que si vous nous avez déjà vus sur scène, on est un bon petit nombre. Il y a tous les danseurs, effectivement, qui sont là et qui nous accompagnent, qui vont, qui viennent, qui reviennent, voilà, en fonction au gré du vent, comme on dit, en fonction de leurs obligations personnelles, puisque ça prend beaucoup de temps de danser et de préparer tout ça, même si quand on nous voit, on a l'impression que c'est naturel, j'espère. Mais voilà, donc les Perles de Jaffna seront demain rue Alsace-Lorraine au niveau du métro Capitole pour vous proposer une petite flash mob, une petite surprise. D'accord. Alors pour revenir 2 secondes sur les Perles, d'abord effectivement je peux attester, pour avoir assisté souvent au spectacle, que c'est une troupe aujourd'hui relativement importante, qui au cours des années s'est beaucoup professionnalisée ou semi-professionnalisée. Je sais que vous n'aimez pas qu'on parle de professionnalisme, tu l'as dit, c'est beaucoup des amateurs. Et il y a un certain turnover, c'est-à-dire que régulièrement vous accueillez des nouveaux danseurs. Bien évidemment, voilà, c'est à convenance de chacun. Vous pouvez venir nous voir et nous demander. Bien évidemment, il faut un certain niveau de danse. Si c'est la première fois que vous faites du Bollywood, ça va être un peu compliqué pour vous. Mais voilà, il y a Soumati qui donne des cours, moi-même qui donne des cours. Donc, en quelques années, le Bollywood est une danse qui paraît simple, mais en tout cas qui est accessible. On n'est pas dans la danse classique où il faut des années pour arriver à un bon niveau. Il y a beaucoup de feeling, il y a beaucoup de jeux scéniques. Donc, quand on connaît déjà d'autres danses ou quand on sait bouger son corps, on peut accéder au Bollywood de manière assez simple, entre guillemets, pour une danse. Donc, en 2-3 ans. Quand je dis assez simple, c'est en 2-3 ans. Quand même. Quand même, on peut arriver à danser tout à fait correctement. Après, évidemment, la motivation y est pour beaucoup. Et puis, on accueille tout le monde. En fait, ça dépend de la motivation et du niveau de danse. Donc, je vous disais, il y a des nouveaux chaque année qui nous rejoignent. Et les cours, c'est uniquement réservé à des personnes qui veulent intégrer la troupe ou ça peut être aussi d'autres personnes qui veulent danser simplement Ah non, pas du tout. Les cours sont ouverts à tout le monde. Pour ça, il faut aller sur notre page Facebook. Souvent, vous avez toutes les informations. Vous avez un petit mail où vous nous demandez les infos. Mais Soumati donne des cours dans plusieurs structures. Moi de même. Voilà, Sonia, sa fille aussi, donne des cours dans plusieurs structures. Il y a à peu près des cours tous les jours sur Toulouse, faits par la chorégraphe et la professeure des Perles de Jaffna. Donc si vous avez juste envie de danser pour vous amuser sans monter sur scène et sans avoir ce stress-là, il n'y a pas de souci, vous pouvez nous rejoindre aussi. Petite précision d'ailleurs, les Perles de Jaffna, c'est une ville du Sri Lanka, c'est ça? Eh bien oui, c'est une ville du Sri Lanka et c'est la ville où est né Soumati Gaston Sriraj. Et ça prend 2 F, donc J-A-2-F-N-A si vous cherchez le nom sur les réseaux. Voilà. On va pas faire de pub, mais enfin bon, sur les moteurs de recherche. Donc Soumati est d'origine sri-lankaise. Exactement, comme je vous disais, c'est son pays d'origine. D'accord. Et c'est pour ça qu'elle a été autant touchée par le tsunami qui a eu lieu il y a 10 ans. Et avec sa communauté, ils ont voulu faire quelque chose pour marquer le coup. Ils ont créé des ailes. D'accord. Et il y a beaucoup, dans la troupe, il y a un certain nombre de danseuses d'origine indienne. Oui. Mais il y a aussi des danseuses je dirais, occidentales. J'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup de danseuses d'origine maghrébine orientale. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a un lien entre la danse Bollywood, la danse indienne et la danse orientale? Alors, un lien, toutes les danses, c'est le mouvement du corps. Donc, si on part par là, toutes les danses ont un lien entre elles. Après, culturellement, les peuples ont bougé. Donc, si vous voulez, récemment, je viens d'apprendre que la danse classique du nord de l'Inde, le Kathak, était peut-être à l'origine du flamenco. Oui. Que les danses gitanes du Rajasthan, toujours pareil, du nord de l'Inde, les nomades l'ont amené petit à petit vers le Moyen-Orient et le Maghreb. Tout à fait. Il faut pas confondre les danses du Maghreb et du Moyen-Orient, sont pas toujours pareilles. Mais s'il y a surtout un lien entre la communauté maghrébine et du Moyen-Orient
et la danse Bollywood, c'est parce que c'est un cinéma, le Bollywood quand même. Il faut pas oublier qu'à la base, avant d'être une danse, c'est un cinéma, et c'est un cinéma qui a 100 ans. Donc 100 ans, c'est pas tout nouveau. Et c'est un cinéma qui, même si maintenant s'occidentalise beaucoup, c'est un cinéma qui avait beaucoup de pudeur à l'époque et qui convenait très bien à la culture musulmane, en gros. Voilà, et qui fait rêver, qui est plein de paillettes, qui s'exportait très bien dans ces pays. Donc c'est vrai que les gens qui viennent de ces pays-là connaissent beaucoup ce cinéma comparé à nous, occidentaux et français, qui venons de le découvrir cette dernière décennie, et encore je suis gentille en parlant de décennie. Tout à fait, ceci explique cela. Exactement. Alors c'est vrai que peut-être il faut rappeler effectivement qu'on parle de danse Bollywood, qu'en fait il s'agit de la danse que l'on trouve dans les films indiens, sachant qu'un film indien, pour qui a eu l'occasion de voir, là on parle du cinéma populaire indien, un film indien d'abord c'est en général 3 heures, et c'est entrecoupé donc de scènes dansées, c'est une comédie musicale. Voilà. De scènes musicales. Et donc qu'on retrouve avec un style que l'on retrouve donc bien évidemment régulièrement. Et sachant aussi que l'on parle de Bollywood, mais en Inde il y a aussi plusieurs centres cinématographiques selon les régions. Exactement. Donc d'une manière générale on parle de Bollywood, mais chaque région a aussi son style et son cinéma. Centre. En fait, Bollywood, pourquoi? C'est la contraction de la ville de Bombay, avec le cinéma hollywoodien. Donc ça fait Bollywood. La contraction du cinéma tamoul, qui est parlé en tamoul, donc du sud de l'Inde, est souvent produit dans la ville de Chennai, si je me trompe pas, je demande. Voilà, dans la ville de Chennai. Oui. Voilà. Ex-Madras. Ex-Madras. Et le quartier, j'ai un doute là sur le nom du quartier, ça ne me revient pas, mais le nom du quartier commence par K. Donc du coup, le cinéma du sud de l'Inde, parler en tamoul et chanter en tamoul, s'appelle le Kollywood, et on retrouve la même chose dans la région, enfin vers le Bengale et dans la région du nord, de l'extrême nord. Donc le Bollywood s'est vulgarisé en France en disant que c'est le cinéma indien au sens large, mais en fait chaque cinéma indien et chaque langue de cinéma indien a son propre nom, a sa propre signification et a sa propre culture et ses propres danses, parce qu'à chaque fois ces danses dont on parle, c'est des danses modernes, mais elles sont vraiment inspirées de danses classiques. Faut pas l'oublier, et de danse folklorique même. Tout à fait, il faut pas qu'on oublie que l'Inde, effectivement, en termes de superficie, c'est 6 fois la France, et c'est, je crois, 22 États, sachant qu'il y en a régulièrement d'autres qui se créent au fil du temps. Mais donc, c'est des langues très différentes, avec notamment au niveau musical, 2 grands styles, qui est quand même le style de l'Inde, de l'Inde du Sud et le style de l'Inde du Nord, aussi bien au niveau musical qu'au niveau chant. Mais quand même, malgré tout, on retrouve des choses communes dans toute cette tradition. Exactement. Très bien, donc on aura l'occasion d'en connaître un petit peu plus demain à l'occasion donc de la Flash Mob. De la Flash Mob, voilà, là vous découvrirez le Bollywood au sens large, avec effectivement quelques passages Kollywood et quelques petites surprises. Pour l'association Les Ailes dont je vous ai parlé, c'est le 16 mai. La prochaine rencontre, puisque je vous ai dit là tout à l'heure qu'il y avait 2 événements par an, et le prochain c'est le 16 mai après-midi à la salle des fêtes de Gironis dans le quartier de la Fourguette à Toulouse. L'entrée est gratuite et c'est par le biais d'une tombola qui récupère des fonds, donc vous pouvez acheter des tickets de tombola soit auprès des gens des Perles de Jaffna, soit auprès de Soumati, soit directement le jour J. Et il y a une autre collaboration dont j'aimerais vraiment parler, importante à mes yeux. Tu es aussi là pour ça. Exactement. Avec Mathilde. Et qui aura lieu le samedi 4 avril, donc dans une semaine, pour clôturer le carnaval de Toulouse. Donc c'est quand même un grand événement. On va participer au défilé, et si on participe au défilé et qu'on a un char Bollywood magnifique, c'est grâce à quelqu'un qui adore l'Inde, qui est très très doué de ses mains. C'est Patrick Péric qui a créé avec sa fille qui est là aujourd'hui, Mathilde Péric, le Banyan toulousain. Une association toute jeune, toute neuve, mais avec qui on est aussi partenaire parce qu'elle fait des choses super. Donc je vais lui laisser la parole. Donc bonjour Joël, bonjour les auditeurs. Mathilde. Donc je m'appelle Mathilde. Comme l'a dit Sabrina, donc en fait je fais partie des Perles de Jaffna et également de l'association Le Banyan toulousain, qui est effectivement tout jeune l'association a été créée en novembre de l'année dernière. En fait, c'est une association qui s'est créée tout simplement pour la passion de l'Inde et pour cette envie que l'on avait de pouvoir promouvoir la culture indienne et aussi de créer des échanges entre la culture française et indienne, entre les divers acteurs sur la région toulousaine. Donc, le but étant de se retrouver
autour du partage, de pouvoir partager entre les deux cultures sur plutôt des événements informels, des repas, des organisations d'événements, à terme éventuellement de créer des journées pétanque, cricket, pour que chacun puisse découvrir et la communauté indienne découvrir la culture française et permettre aux Français de connaître un peu plus la culture indienne et de partager dans la convivialité autour d'événements qui puissent nous rassembler. Et le premier gros événement sur lequel nous nous positionnons est le carnaval. Donc, comme l'a dit Sabrina, cette année, nous avons créé un char Bollywood, en association avec les Perles de Jaffna, toujours dans le but de pouvoir partager. Donc, on se retrouve régulièrement, Indiens, Français, autres cultures, tous ensemble pour la construction de ce char et pour pouvoir défiler. Donc, nous vous invitons à venir nous découvrir, que ce soit les danses, le char, la joie de vivre qui fait aussi ces cultures-là et les couleurs le 4 avril. C'est en soirée, je crois, le défilé. Le défilé commence place Saint-Cyprien à 19h. D'accord. Et le défilé sera à peu près de 2-3 heures jusqu'à place Jean Jaurès où Monsieur Carnaval sera brûlé. Il y aura des animations qui se continueront au pied de chaque char. Donc pour nous, ce sera de la danse au pied de notre char Bollywood. Et voilà, donc toujours dans cet esprit du Banyan toulousain, de pouvoir essayer de créer une cohésion entre diverses associations et ou entités dans le partage de la culture indienne pour pouvoir créer des événements qui rassemblent autour de cette passion. Très bien. Alors, je crois qu'il faut rappeler peut-être que la communauté indienne sur Toulouse est relativement importante et je crois savoir qu'après la région parisienne, c'est la deuxième région de France pour l'importance de sa communauté indienne ou sri-lankaise, népali, enfin donc de cette culture. Sachant que beaucoup des personnels indiens, des Indiens qui sont à Toulouse, pour beaucoup sont soit des cadres de l'aérospatiale, soit après, bien évidemment, il y a tout le réseau des restaurants indiens, qui très souvent s'appelle le Rajasthan, le Rajasthani, mais qui, comme on le sait aussi, très généralement viennent tous du Bengale. Oui, c'est vrai qu'il y a une forte communauté indienne sur Toulouse, ou indienne, ou des personnes du Bangladesh, oui, ou de régions limitrophes. Beaucoup de jeunes étudiants effectivement viennent pour l'attrait aéronautique et parce que les Indiens ont aussi un fort potentiel dans ces domaines-là technologiques. Et il y a aussi toutes ces familles qui se retrouvent autour de ces personnes-là, qui se retrouvent pour tout ce qui est... Toulouse est connue avec beaucoup de restaurants indiens, effectivement. Et c'est une communauté... On arrive à, sur des événements comme ça pour créer à terme, finalement, leur fête Holi, Diwali, qui sont la fête des couleurs, la fête... de la lumière, qui sont des fêtes assez importantes qu'on retrouve un petit peu de plus en plus, mais sans réellement connaître l'origine. Par exemple, il y a beaucoup en ce moment de courses qui se font autour de ce thème, de se lancer des couleurs, et c'est vrai que la communauté indienne peut-être reste plus en retrait ou se retrouve entre elles. Et donc l'objectif du Banyan toulousain, c'est essayer d'aller chercher ces personnes-là, de se retrouver avec d'autres associations qui ont cette passion pour l'Inde, pour essayer de créer ces événements-là à plus grande ampleur, pour essayer de faire connaître ces événements, mais avant tout de pouvoir partager sur ces événements pour qu'ils soient connus et partagés dans la convivialité, toujours ce maître mot. D'accord, tu parlais de Holi, qui est la fête des couleurs, que connaissent bien ceux qui connaissent un peu l'Inde, qui est une fête à l'occasion de laquelle justement on se lance des couleurs et qui se situe en gros au début du printemps. C'est-à-dire qui a eu lieu en Inde il y a déjà quelques semaines, qui est en gros la fête du renouveau, qui est une fête très importante en Inde, sachant qu'en Inde, il y a beaucoup de fêtes et qu'elles sont toutes importantes, et que sur Toulouse, donc, il y aura une manifestation, alors forcément décalée par rapport à la date de Holi, qui aura lieu le 17 mai, c'est-à-dire le lendemain du Nouvel An tamoul, organisé par les Ailes et les Perles de Jaffna sur la place du Capitole. Et donc le programme est en cours de constitution et il pourrait y avoir quelques surprises tout à fait intéressantes. Et donc vous pouvez noter déjà ces deux dates également, celle du 16 mai avec le Nouvel An tamoul avec les Ailes et les Perles de Jaffna et le 17 mai sur la place du Capitole avec Holi. Alors tu dis une chose, moi qui m'intéresse, étant moi-même responsable d'une association qui travaille sur un projet de développement en Inde et connaissant un peu le milieu de toulousain des indiens ou des gens qui travaillent autour de l'Inde, c'est justement l'intérêt d'arriver à faire travailler ensemble des associations d'origine française
qui s'intéressent à l'Inde, et puis les Indiens eux-mêmes, parce que les Indiens de Toulouse ont aussi leurs propres organisations, leurs propres réseaux, leurs propres manifestations, et c'est vrai que eux-mêmes ne sont pas forcément toujours intéressés pour venir participer à des manifestations organisées par des Français qui organisent des fêtes sur l'Inde, alors que sont indiens et qu'eux ont peut-être plutôt envie de découvrir autre chose. Et donc, effectivement, je trouve qu'il est intéressant d'essayer de faire travailler tout le monde en commun, on va dire plutôt dans une démarche un peu interculturelle. Voilà, puisque les Indiens, eux, connaissent bien leur culture, bien mieux que nous, Oui. quel qu'il en soit. Et organiser une fête indienne pour inviter des Indiens, finalement, eux connaissent leur culture. Et Voilà. du coup, ce qui est intéressant, c'est de travailler ensemble pour que lorsqu'on crée un festival indien, ils puissent nous apporter beaucoup et puis finalement nous faire partager la manière dont eux célèbrent et ce que signifie ce festival, et pourquoi pas organiser avec eux des festivals comme le carnaval qui à l'origine est plus une fête traditionnelle ici en Occident, et pouvoir les amener à découvrir un petit peu ça et toujours partager, voilà, qui est vraiment un échange au niveau des cultures, et puis ramener un petit peu tout le monde sur finalement des projets qui vont permettre aux gens d'échanger, d'apprendre de chacun, de chaque culture, que ce soit un festival plus sur une culture indienne ou sur la culture française ou européenne, de pouvoir se retrouver et s'apporter chacun. Alors on parle de partage, me vient aussi en mémoire que les Perles de Jaffna ont organisé tout récemment une manifestation que j'ai trouvée très intéressante et qui consistait à rassembler justement l'ensemble des troupes de la région Midi-Pyrénées qui font de la danse indienne. C'est vrai qu'on est j'insiste sur cet événement, et bravo pour les Perles, parce que très souvent dans ces milieux, on est quand même un peu en compétition, en rivalité, et là, c'était à l'inverse l'occasion de rassembler tout le monde. Ben oui, j'espère que le résultat a été intéressant pour le public. En tout cas, il a été très intéressant pour nous parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tenait à cœur depuis longtemps. On espère vraiment pouvoir le refaire l'année prochaine. Alors, on a essayé d'inviter tous les gens qu'on connaissait ou dont on avait entendu parler sur le Sud-Ouest. Bien évidemment que tout le monde n'a pas pu être présent. Ou n'a pas eu le temps de répondre à notre invitation, mais c'est vrai que les Perles de Jaffna, même si notre passion c'est la danse, c'est toujours le partage autour de la danse et faire connaître la culture indienne et sri-lankaise. De par la nationalité de notre professeur, c'est vrai que nous on connaît plus le Sri Lanka et l'Inde du Sud, mais après par les gens passionnés, Mathilde est la preuve même que en tant que bonne Toulousaine, elle connaît quand même parfaitement l'Inde. Pareillement pour toi, voilà, je pense que c'est super intéressant de faire toujours un melting pot entre Français, Indiens, Sri Lankais. Culture, pour nous, c'est toujours la danse, évidemment, et un peu la nourriture aussi, quand même, faut Ne pas oublier. ne pas oublier. Voilà, il y a toujours moyen de partager, de passer de bons moments autour de l'Inde, de connaître cette culture, parce qu'ils ont tellement une joie de partage, et tout le monde, tous nos auditeurs auront compris pourquoi aujourd'hui on vous a invité. Donc maintenant peut-être on va donner la parole à Sharon, puisque demain également toujours sur cette thématique bouger son corps, Sharon qui est praticienne de méthode Feldenkrais et également sur Toulouse l'organisatrice de la journée nationale, et même au-delà de Toulouse au niveau national, je crois, Sharon. Oui, c'est vrai. Alors, je te remercie, Joël, de m'avoir invité sur l'émission. Oui, c'est vrai que la Journée nationale, c'est une initiative de Feldenkrais France, qui est l'association nationale des praticiens Feldenkrais. Et donc, demain, samedi 28, il y a des événements dans une quarantaine de villes en France. Et je collabore avec notre association et avec deux collègues praticiens Feldenkrais pour faire un événement ici à Toulouse. Donc l'événement va avoir lieu à l'espace Vestrepin, dans le quartier Mermoz. Donc c'est un événement sur toute la journée, pendant lequel nous allons informer le public sur ce que c'est la méthode Feldenkrais, quels sont les bienfaits de la méthode. On va proposer des pratiques et aussi quelques conférences, des démonstrations, etc. Alors peut-être pour inciter nos auditrices et nos auditeurs
à venir à la journée que tu organises, tu peux peut-être en dire justement un petit peu plus sur ce qu'est cette méthode, dont je dois à titre personnel dire que je la connais bien puisque je la pratique depuis 7 ans et que ça a été pour moi un excellent outil de rééducation après un AVC assez sévère. Donc je n'ai pas invité Sharon et la méthode Feldenkrais par hasard. Je fais une petite parenthèse également. Nos amis Sabrina et Mathilde, qui sont l'une ostéopathe kiné et l'autre infirmière, ont tout loisir pour interroger également et intervenir et rebondir sur ce que dit Sharon. La méthode Feldenkrais, c'est une pratique qui est fondamentalement différente d'autres pratiques qui se concentrent souvent sur le renforcement musculaire ou les étirements ou le travail avec l'énergie, la relaxation. Ce que fait la méthode Feldenkrais, c'est de nous enseigner l'art de nous mouvoir et de nous permettre de réduire l'effort et d'améliorer la qualité du mouvement et la coordination. Donc faire mieux en se fatiguant moins. Oui, c'est vrai, oui. Elle nous enseigne comment nous mouvoir plus aisément et c'est aussi un moyen de travailler sur la coordination, son façon de se mouvoir afin de réduire éventuellement des tensions musculaires ou même se libérer des douleurs articulaires qui peuvent parfois venir de nos mauvaises habitudes. Certaines façons que nous avons à bouger le corps dans la vie quotidienne. Qui sont les gens qui viennent à tes pratiques? Ce sont des personnes qui ont justement des problèmes physiques, des problèmes à résoudre ou des gens qui veulent simplement s'entretenir? Ça peut être des sportifs ou alors des artistes, des danseurs, parfois des musiciens qui souffrent des tendinites. C'est aussi des personnes qui travaillent, par exemple, dans des bureaux, qui travaillent devant l'écran, qui ont des douleurs cervicales, des douleurs à l'épaule. Ça peut être des personnes qui aiment faire la marche et qui veulent peut-être apprendre une meilleure manière de faire de la marche parce qu'ils rencontrent des difficultés peut-être. Ça peut être des personnes handicapées. Voilà, c'est très varié. Donc on parle de méthode Feldenkrais, on peut supposer donc que l'inventeur de la méthode c'était Monsieur Feldenkrais, donc Moshe Feldenkrais en l'occurrence. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur lui et sur le pourquoi il a créé cette méthode et dans quelles conditions? Oui, alors Feldenkrais est né en début du siècle dernier en Bélarussie. Aujourd'hui c'est l'Ukraine, cette région. C'était quelqu'un qui était docteur en physique et il était ingénieur. Il était également expert en arts martiaux. Voilà, c'était un grand sportif. Il aimait beaucoup le foot. Il a développé la méthode suite à une blessure au genou. Après avoir passé beaucoup de temps à chercher des solutions, aller voir dans le milieu médical ce qu'on pourrait faire pour lui. Comme il n'a pas trouvé une solution et il ne voulait pas se faire opérer, il a décidé d'essayer d'étudier le problème lui-même. Et il a découvert que après une période de repos, en fait, son genou s'est guéri, mais que chaque fois qu'il reprenait ses activités habituelles, les douleurs revenaient. Donc, il a constaté qu'il ne pouvait pas résoudre le problème au genou en se focalisant uniquement sur le genou. Ça, c'était plutôt une façon réductrice de s'occuper du problème. Donc, il a commencé à regarder le fonctionnement du genou en relation avec les autres parties du corps, notamment la cheville, le fonctionnement de la hanche, le rôle du bassin dans le mouvement du genou, etc.
Et il a constaté que son difficulté était en fait liée à les manières compensatrices que son corps avait adoptées suite à cette blessure. Donc, ces ajustements lui avaient emmené à bouger son corps d'une façon particulière et qui posait certains problèmes ensuite fonctionnels. D'accord. Donc en fait, c'est une méthode de prise de conscience de ce qui se passe dans le mouvement. Et donc ce qu'il a fait, c'est que après, comme c'était quelqu'un qui était ingénieur, il a commencé à s'intéresser aux mécaniques du corps, notamment le mouvement du squelette. Il a étudié le fonctionnement de chaque articulation. Ensuite, il a étudié comment les articulations travaillent ensemble dans différentes actions. Et à partir de là, il a commencé à développer des séances d'apprentissage du mouvement dans lesquelles nous explorons ces choses. Et on rentre dans un processus qui nous permet de sortir de nos mauvaises habitudes et de développer de façon à se mouvoir qui sont beaucoup plus efficaces, plus faciles, plus harmonieuses. Et tu dis un mot qui est intéressant et je crois qu'il caractérise quand même assez bien la méthode, c'est l'expérimentation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de méthode imposée, il n'y a pas l'intervenant, le praticien qui dit voilà, vous faites ça et c'est la bonne solution, mais on invite les personnes qui participent à la séance à expérimenter diverses possibilités de faire un mouvement, sachant que, comme le dit Moshe Feldenkrais, il n'y a pas de bon et de mauvais mouvements, il y a simplement un mouvement juste à un moment donné. Oui, voilà, dans les cours de Feldenkrais, on va expérimenter différentes façons de faire la même chose, le même mouvement. Donc, pour apprendre à faire différemment, on est emmené à sentir et à faire des distinctions entre différentes manières de faire et ensuite de choisir une manière d'organiser le mouvement du corps qui nous convient le mieux. Avec un petit principe aussi qui est surprenant au début, mais qui est très intéressant à vérifier, qui est le principe de réversibilité, c'est-à-dire que un mouvement juste est un mouvement qu'on peut arrêter à tout moment et qu'on peut refaire en arrière. Oui, c'est vrai, ça c'était la définition que Moshe Feldenkrais avait pour le mouvement idéal. C'est un mouvement qu'on peut faire de façon réversible. Et à ce moment-là, on le maîtrise complètement, on le connaît, on connaît tous les aspects du mouvement, de ce mouvement-là. D'accord. Donc on va peut-être revenir quelques instants sur la journée de demain. Donc tu peux nous en expliquer un petit peu plus sur la manière dont ça va se dérouler. C'est des conférences, c'est justement des possibilités d'expérimenter. Oui, alors la journée sera présentée par 3 praticiens Feldenkrais, donc moi-même, Céline Herbani et Kai Schaper. On va commencer la journée à 10h. Il va y avoir des pratiques. Par exemple, nous avons une pratique sur comment retrouver la flexibilité. On a également des pratiques sur les mouvements de transition, voilà, les mouvements qui nous permettent de changer facilement d'une position à une autre position. Et nous avons également des conférences. Il y a une conférence à 10h45 sur le Feldenkrais, les douleurs chroniques et les maladies. Et dans l'après-midi, à 14h, une autre conférence sur Feldenkrais, comment Feldenkrais peut être utilisé dans le domaine artistique. La méthode Feldenkrais, donc, c'est une méthode qui se pratique collectivement en salle, animée par un praticien, mais ça peut être aussi des méthodes individuelles qu'on appelle, je crois, l'intégration fonctionnelle. Oui, voilà. C'est dans les cours collectifs. L'apprentissage est guidé par la voix du praticien et puis dans les séances individuelles, l'apprentissage, les mouvements
sont mis en place par le toucher du praticien. Mais le travail est la même, l'apprentissage est le même. C'est que le praticien dans les séances individuelles va explorer le mouvement de différentes parties du corps et va attirer l'attention de la personne sur leur façon habituelle de faire certains mouvements et puis d'autres possibilités. C'est encore une fois comment emmener la personne à faire des distinctions entre ce qu'ils font déjà, ce qui peut être à la source de leurs difficultés, et voilà, d'autres solutions, d'autres possibilités. Et donc avec des conseils personnalisés. Voilà, c'est ça. Et des exercices personnels à mettre en œuvre. Voilà. On peut venir pour une séance d'intégration fonctionnelle avec une demande. D'accord. Par exemple, que j'ai envie de me défaire de certaines tensions musculaires ou douleurs, peut-être des douleurs cervicales. Ou voilà, donc on va dans la séance pouvoir observer le lien entre la nuque et le dos, ou la nuque et l'épaule, et on va clarifier un petit peu le fonctionnement de ces zones. Par exemple, quelqu'un pourrait venir en disant, voilà, j'ai commencé de faire de la danse Bollywood, ça me passionne et j'ai envie de continuer, mais ça bloque quelque part, ça me fait mal, j'arrive pas à comprendre pourquoi, est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour moi? Ça pourrait être une hypothèse. Oui. Très bien. Donc on voit les liens effectivement qu'il peut y avoir entre vos différentes pratiques. Alors donc on a dit aujourd'hui, le thème de l'émission c'était se bouger demain à Toulouse. Il se trouve que il y a une journée nationale également, au-delà de la journée Feldenkrais, qui est même, je crois, une journée mondiale demain, c'est la journée du sommeil. Donc on est un petit peu aux antipodes, mais pas tant que ça, puisque un praticien américain de la méthode Feldenkrais a mis au point une méthode qui est une méthode pour s'endormir de manière naturelle, qu'on appelle le Sounder Sleep. Et tu as parlé tout à l'heure, parmi les intervenants, de Kai Shepherd, dont on peut dire, sans dévoiler de secret, que c'est ton compagnon, et qui donc, ici sur Toulouse, est quelqu'un qui fait connaître cette méthode et qui peut nous apprendre cette méthode. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, mon compagnon Kai Shepherd donne des cours et des ateliers sur le System Sounder Sleep à Toulouse depuis quelques années. Donc, le System Sounder Sleep a été donc développé par un praticien Feldenkrais qui s'appelle Michael Krugman. Michael est très expérimenté en méthode Feldenkrais, mais aussi il a étudié beaucoup d'autres pratiques corporelles comme le yoga, le tai chi, le qigong, et puis des techniques de méditation. Et il a un peu rassemblé ses connaissances pour pouvoir aborder les difficultés du sommeil. D'accord. Donc, il a développé ce système dans lequel on n'apprend pas des techniques de respiration. On n'apprend pas, par exemple, de comment respirer plus profondément pour se détendre. C'est tout le contraire. On va apprendre à être attentive à la respiration naturelle. Et en portant l'attention simplement sur la respiration, en évitant à interférer avec la respiration, parce que notre manière de réagir face au stress interfère beaucoup avec la tranquillité de la respiration. Donc, on va essayer de voir si, juste en étant attentive à la respiration, elle va se ralentir un petit peu, devenir plus légère. Et ça, c'est déjà un état dans lequel on est beaucoup plus disponible pour le sommeil. Ensuite, les techniques utilisent des petits mouvements des doigts, par exemple. On peut aussi focaliser sur le rythme de la respiration et des petits mouvements des doigts pour focaliser l'attention et aller vers une espèce d'état dans lequel le cerveau est beaucoup plus
moins activée et aussi plus disponible pour la détente et le sommeil. D'accord. Donc on a un peu fait le tour. On est parti de l'idée de bouger son corps et on termine à la fin de la journée sur l'endormissement. Juste une dernière chose pour dire quand même que nous avions ici des représentants d'une troupe de danse, d'association indienne. Sharon nous a parlé de méthode Feldenkrais, mais j'ai oublié de le dire au départ, Sharon, à l'origine, est danseuse. Et c'est à la suite, je crois, d'un accident à partir duquel tu as dû trouver une solution pour te remettre en état, que tu as découvert la méthode Feldenkrais et que tu as décidé de l'enseigner. Oui, c'est vrai. J'ai fait des études de danse et j'ai travaillé comme danseuse pendant une dizaine d'années. J'ai accumulé beaucoup de blessures pendant ce temps et j'ai vraiment testé la méthode et j'ai vu qu'elle pouvait être très efficace pour les douleurs chroniques et notamment les tensions musculaires. Et c'est intéressant de faire le parallèle avec Moshe Feldenkrais lui-même, parce que ce que l'on constate, c'est que très souvent les méthodes qui ont été mises au point, qui sont des méthodes corporelles pour essayer de se guérir, de s'auto-guérir ou de s'améliorer, ont été mises au point par des personnes qui étaient dans des situations délicates par rapport à leur corps et qui n'arrivaient pas à trouver de méthode qui les satisfasse et qui du coup ont inventé leur propre méthode. Oui, donc merci Joël. Je reviens dans le studio. Prochainement, vous aurez un nouvel reportage concernant la bombe, notamment Bravo la bombe qui a été réalisée. Mais nous les avions reçus dans ce studio Fanny Moulin et Céline Lemaire, donc sur le site de TV Sol, télévision sociale, solidaire, écologique. Mais nous allons avoir au téléphone, peut-être que nous l'avons d'ailleurs, bien très bien, Jean-Marie Delcamp, bonjour. Oui, Jean-Marie, vous êtes là où il a disparu. En tous les cas, je ne l'ai pas. Monsieur Jean-Marie Delcamp? Non, visiblement, nous ne l'avons pas pour l'instant. Je n'ai personne au téléphone, donc il va peut-être falloir, Esther, que tu recomposes le numéro. Alors, il m'a précisé que quelquefois, il avait des coupures et dans ce cas-là, il faut appeler le 06, donc son portable. Voilà, ça c'est les dangers du direct, hein. Mais ça peut le faire aussi. Merci Joël, en tous les cas, je ne sais pas, vous êtes raconté plein de belles choses, puisque tu as des invités qui sont super, comme d'habitude. Ils ne sont pas là par hasard. Non, il n'y a pas d'invité par hasard, ni par erreur dans cette émission, donc qui est consacrée surtout aussi à retrouver l'humain. L'humain chez nous, en tous les cas dans l'émission Traversée, ce n'est pas une variable d'ajustement pour la finance ni l'économie. D'ailleurs, il y a des sourires autour de la table et c'est très bien. Donc nous avons maintenant au téléphone Jean-Marie Delcamp, bonjour. Bonjour. Oui, bienvenue chez nous. Donc vous faites partie de l'équipe, je crois que vous êtes basé dans l'Aveyron, c'est ça ? Oui, exactement, oui. Et vous faites partie de l'accueil paysan. Alors, est-ce que vous pourriez nous en donner un petit peu le tempo? Qu'est-ce que l'accueil paysan? Bon, personnellement, je le connais puisqu'avec ma compagne, nous le pratiquons. Enfin, nous allons dans un certain nombre d'accueils paysans. Et c'est à l'origine, il y a notamment dans la création la Confédération paysanne. Oui, disons que Accueil Paysan a été créé au niveau national il y a presque 25 ans. En réaction un petit peu à la tournure des associations qui jusqu'à présent faisaient de l'accueil à la campagne et qui délaissaient un petit peu le côté agricole. Pour certains, même le fait de pratiquer une activité agricole, ça entraînait des nuisances. Alors qu'à Accueil Paysan, justement, les gens sont regroupés parce qu'au contraire, nous revendiquons l'activité agricole et pas n'importe quelle activité agricole. Nous sommes, par exemple, sur Midi-Pyrénées, je pense que la moitié des adhérents sont en agriculture biologique. Et les autres, puisque nous sommes plus d'une centaine d'adhérents à Accueil Paysan en Midi-Pyrénées, s'ils ne pratiquent pas l'agriculture biologique, ils sont dans ce que nous appelons l'agriculture paysanne, qui est un cahier des charges également. Et nous revendiquons ce lien justement avec la nature et une production de qualité.
Ce qui est important et essentiel justement d'avoir une production de qualité. D'ailleurs à Toulouse, mais je le cite un certain nombre de fois, nous avons une boutique notamment qui s'appelle le Recantou au 42 rue des 7 Troubadours et où justement il y a un certain nombre d'adhérents paysans de la Confédération paysanne qui proposent leurs produits en association avec une librairie qui est la librairie Floury et aussi l'Après, qui est une association qui s'occupe d'écologie et de culture. Donc tout ça, c'est important. Donc ça veut dire que c'est une agriculture à l'échelle humaine et pas celle qui est défendue par le président de la FNSEA, Xavier Belin, qui lui est un agri-manager et un financier, mais pas du tout un paysan. Oui, c'est pas du tout. Nous ne sommes pas dans la même catégorie, loin de là. Et pour ce qui est des produits dont vous parliez, les magasins notamment, c'est vrai que dans l'Aveyron, nous avons 2 points de vente collectifs qui deviennent adhérents à Accueil Paysan. L'accueil paysan, ça regroupe pas uniquement de l'accueil en gîte, en camping, en chambre d'hôte, on fait aussi de l'accueil social, mais il y a des adhérents qui ne sont à Accueil Paysan que pour leur production, pour commercialiser leur production en vente directe ou semi-directe par des points de vente collectifs. Et évidemment, dans ces points-là, les demander à respecter un cahier des charges qui respecte l'environnement, qui respecte les animaux et qui respecte surtout le consommateur également. Parce que je crois que c'est tout aussi important. Et notre rôle aussi à Accueil Paysan, évidemment, c'est quand on nous rencontre les gens sur nos fermes, c'est de leur expliquer un petit peu ce que c'est la réalité de la nature, de l'alimentation de base. Parce qu'en l'espace de 2 générations, nous nous sommes rendus compte que les gens sont énormément déconnectés de la réalité, de la nature, du bien alimentaire, tout simplement parce qu'il y a 2 générations, tout le monde avait le grand-père ou l'oncle chez qui ils allaient passer le week-end de Pâques ou une semaine pendant l'été, et les gens connaissaient les produits, le rythme des saisons, et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent plus compte de tout cela. Et à Accueil Paysan, nous avons un rôle important à ce niveau-là. C'est que les gens ne restent pas déconnectés de ce qui est l'alimentation de base et de qualité. Et Accueil Paysan, c'est pas des images que nous voulons vendre, c'est quand même une authenticité prouvée par les cahiers des charges, et sans parler aussi de faire connaître aussi l'architecture locale, la culture locale, la langue occitane également, quand nous le parlons encore, quelques-uns. On a tout ça qui fait la spécificité d'Accueil Paysan au niveau régional et national, et chaque région a ses particularités, et ça fait la richesse de notre territoire. Et donc vous-même, vous êtes forcément dans le réseau Accueil Paysan. Vous êtes basé, si les informations sont bonnes, à Ozit, dans l'Aveyron. Alors je sais pas où c'est situé exactement, mais vous allez nous le dire. Donc vous proposez chambre d'hôte, mais aussi table d'hôte. Et très sincèrement, au niveau des tarifs, il y a rien à dire, quoi. 42 € la chambre d'hôte, 13 € pour le partage du repas convivial. En plus, vous êtes en polyculture biologique, donc c'est clean. Enfin, je veux dire, c'est super. Ben oui, et puis ce sont des structures qui sont transmissibles, ce sont des structures qui prouvent tous les jours que on a quelques réactions des fois des gens qui passent chez nous, qui restent, qui séjournent. Pour certains, c'est même devenu la résidence secondaire. Ils viennent y passer une semaine tous les ans ou 4 jours, on sait pas. Et quand ils repartent, ils nous disent mais alors tout n'est pas foutu. Quand ils voient notre façon de vivre, ils se disent mais c'est avec des gens comme vous qu'on peut sourire un petit peu à l'avenir, parce que quand on voit tout ce que la grande distribution propose, les scandales agroalimentaires, les scandales financiers qui accompagnent tous ces scandales, s'aperçoivent que tous les jours, il y a des gens qui travaillent sur leur petite ferme. Personnellement, nous avons 18 hectares, 18 vaches, quelques volailles, un grand jardin pour servir une table d'hôte, des confitures que nous mettons en pot avec uniquement les fruits de la ferme, et nous avons trouvé un certain équilibre. Plutôt que de s'agrandir, nous avons essayé de valoriser ce que nous avions, et aujourd'hui je vois que dans le département d'Aveyron, depuis quelques années, nous avons accompagné beaucoup de jeunes porteurs de projets pour s'installer en agriculture paysanne, et qui trouvent un certain équilibre financier, et puis il y a le côté relationnel très très intéressant en pratiquant de l'accueil. Voilà.
Alors justement par rapport à cet aspect-là, bon, il y a Terre de Liens, entre autres, une association qui aide les jeunes ou moins jeunes à s'installer, à acquérir des terres et à leur louer éventuellement ou après à leur rétrocéder. Parce qu'il y a aussi enfin en tous les cas en tant que journaliste, mais aussi citoyenne tout simplement, je me pose des questions parce que je vois bien que les chambres d'agriculture, c'est quand même la FNSEA qui les tient, que les terres, c'est la SAFER qui les distribue, et que quand il y a un projet d'agriculture biologique et paysanne, c'est pas forcément celui qui gagne quand à côté il y a un agri-manager ou un exploitant agricole. Déjà, exploiter la terre, c'est pas forcément un bon plan, qui a lui déjà 200 hectares et s'il veut en acquérir 5 de plus, il a plus de chances de les gagner qu'un jeune qui veut s'installer sur ces terres. Et oui, et il y aurait une solution toute simple, qui conviendrait au contribuable, au consommateur. C'est que s'il y avait un plafond aux subventions, eh bien, celui qui a les 200 hectares, il irait pas chercher 50 hectares supplémentaires. Mais c'est la course aux subventions qui fait que les gens continuent à aller vers l'agrandissement. Et du coup, ça fait monter le prix du foncier de façon exagérée, qui est anti-économique. Et du coup, il y a beaucoup de jeunes, notamment qui viennent de la ville, des villes à touche, qui arrivent de la ville. Dans les écoles agricoles en Aveyron, il y a les 4/5e aujourd'hui des gens qui viennent de l'extérieur, parce que les fils de paysans, on est quelques-uns à reprendre, mais bon, c'est minoritaire. Et ces gens-là ne trouvent pas de foncier pour faire des productions intéressantes et pour le consommateur et pour l'environnement et pour le contribuable européen. Et ces gens-là, tant qu'il n'y aura pas un plafond de subvention par individu, ces gens-là n'auront pas de facilité d'accès à la terre. Et c'est bien malheureux. Et de plus, il a failli avoir une coupe au niveau de l'aide à l'installation dans l'agriculture biologique de 25%, alors qu'on entend Stéphane Le Foll toujours défendre l'agroécologie, mais il y a des paroles et puis il y a les actes aussi derrière. Mais qui sont souvent contradictoires, oui, là. Ah mais, de toute façon, à notre agriculture paysanne, à notre agriculture biologique, même la grande distribution, tout le monde a envie de prendre l'image et de mettre notre image en avant. Et on voit des slogans aujourd'hui de la fourche à la fourchette qui est utilisé par des gens qui ne pratiquent rien de l'agriculture biologique ou l'agriculture paysanne, mais l'image leur plaît. Il y a 2 ans, là, on est rentré dans chez le directeur d'une grosse coopérative laitière d'Aveyron, et derrière son bureau, il y avait une magnifique affiche en papier glacé, avec un paysan avec un béret, et le slogan en dessous, c'était « Un petit paysan ne veut pas faire du mauvais fromage ». J'ai trouvé ça extraordinaire, alors que les grosses laiteries ne veulent plus ramasser du lait chez les petits producteurs. Et ils utilisent quand même notre image pour évidemment vendre leur fromage. Voilà. Et oui, ça fait partie. Alors bon, le directeur s'est excusé. Le directeur s'était excusé en disant, mais c'est pas nous, c'est le publicitaire. En fait, c'était lui quand même qui payait le publicitaire, il me semble. Oui. C'est là où, justement, d'ailleurs, j'ai vu une pub récemment à la télé, les paysans, les coopératives, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. Mais derrière, alors, il y a les vraies coopératives. Mais après, il y a les fausses, telles que l'Imagrin, qui en fait sont des multinationales qui sont pro-OGM et donc qui n'ont plus rien à voir avec la dimension humaine de l'agriculture. La coopération est devenue, oui, ça a bien changé. Alors, il se recrée, mais je pense que c'est une histoire de balancier, il se recrée du coup des plus petites coopératives, on prend les points de vente collectifs, des petites coopératives qui se remettent en place à une échelle humaine et qui font du bon boulot, mais les grands groupes n'ont plus rien à voir avec le terme coopération. Même s'ils l'utilisent au moment du salon de l'agriculture, il y avait des publicités sur la coopération, mais bon, ça n'a plus rien à voir avec les coopératives de base qui ont existé et qui sont en train de renaître à petite échelle un peu partout chez nous. Au niveau des aberrations, on peut aussi parler, en ce qui concerne le bio, de ces produits bio qui sont vendus et qui ont fait 2000 kilomètres pour atterrir dans le magasin qui les vend. Et oui, et ça aussi, oui. Peut-être parfois, mieux vaut-il un circuit court, quitte à ce qu'on ne soit pas totalement dans le cahier des charges bio, plutôt que des produits de ce type. Ben c'est pour ça qu'avec les paysans, on ne demande pas aux gens de pratiquer l'agriculture biologique systématiquement. Bon, c'est très bien si c'est pas, mais quelqu'un qui pratique l'agriculture paysanne, qui
est en autonomie sur sa ferme, qui ne rentre pas des intrants, qui respecte les cycles naturels, qui fait une bonne polyculture avec une rotation, a toute sa place à Accueil Paysan. Par contre, on a eu refusé des gens qui voulaient venir à Accueil Paysan pour l'image, mais qui étaient en monoculture intensive. Donc, dans la mesure où cette personne-là ne veut pas remettre en cause, on a pu se tromper pendant quelques années. Certains individus se sont trompés pendant quelques années, puis se disent, bon, il faut changer de méthode. Mais certaines ne se remettent pas en cause, donc ces gens-là n'ont pas la place chez nous, et Accueil Paysan, donc gardons l'image, mais faisons en sorte que la réalité colle à l'image. Voilà. L'image du petit paysan avec son béret. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une chose à faire, et en tous les cas, nous le disons ici un certain nombre de fois dans cette émission, il faut que nous, en tant que personnes lambda, que nous prenions conscience aussi de cette affaire-là, et c'est à nous à faire la démarche d'aller vers justement l'accueil paysan, vers les productions paysannes, les vraies, pour que justement les gouvernants changent de politique et faire en sorte de faire tomber la mainmise des transnationales, et avec ce qui se prépare entre l'Union européenne et les États-Unis, c'est pas mal aussi, donc la mainmise des transnationales sur nos vies. Oui, mais c'est bien le consommateur, c'est bien le contribuable qui peuvent éviter le pire et aller vers quelque chose de plus humain, de plus sage. La sagesse paysanne, c'était un exemple. La sagesse paysanne dans les années 60, on parlait de la sagesse paysanne pour de la société, mais la sagesse paysanne est restée chez un petit nombre d'individus, donc on retrouve Accueil Paysan bien sûr, mais la sagesse de l'exploitation agricole, M. Belain, non. Oui, lui c'est un sage qui met plein d'argent dans son portefeuille, qui va après peut-être le placer dans des paradis fiscaux, et qui en fait spécule sur la production agricole et sur les produits alimentaires, et ça c'est nul et non avenu pour nous dans cette émission Traversée. Merci Jean-Marie Delcamp d'avoir été parmi nous dans le cadre de l'émission Traversée. Donc Accueil Paysan, voilà une des solutions, une des alternatives à la mondialisation à tout crème et dans n'importe quel sens, notamment de l'alimentaire mais aussi de l'accueil. Voilà, et c'est Accueil Paysan, des vacances autrement riches en découvertes. Voilà. Merci Esther pour la réalisation. Un dernier mot peut-être, Joël? Juste peut-être pour rappeler les deux événements dont nous avons parlé tout au long de cette émission, à savoir demain donc à 15h la flash mob des Perles de Jaffna, rue Alsace-Lorraine, au niveau du métro Capitole. Voilà, et la méthode Feldenkrais, la journée nationale Feldenkrais qui a lieu à l'espace Vestrepin, 24 rue Vestrepin, dans le quartier Mermoz, Fontaine-Lestan. Merci à vous. Merci. Bye bye, à la semaine prochaine où nous parlerons aussi de la diététique, comment éviter la diététique anti-infrastructure, pardon, j'ai bégayé. Bye bye, à la semaine prochaine. Merci Esther pour la réalisation.